Ouais, merci beaucoup, Arnaud, d'avoir pris le temps aujourd'hui de t'asseoir avec nous et discuter. Euh, J'aimerais ça peut-être débuter avec une petite introduction de ton côté, Arnaud, nous parler un petit peu de ton parcours, tes expériences, puis un petit peu en savoir plus sur ton côté, le côté professionnel de toi, si on veut. Mhm. Donc, merci de me recevoir. Donc, qui est Arnaud? Donc, Arnaud, c'est une personne qui a plus de 15 ans d'expérience dans le supply chain. Euh, j'ai commencé mes connaissances en Angleterre pour après émigrer au Canada, où j'habite depuis. Donc, en termes de connaissances professionnelles, donc c'est majoritairement donc dans le supply chain, comme je le disais, depuis 15 ans, 10 ans en tant qu'acheteur et 5 ans chez Groupe Meloche. Donc, je connais à peu près tous les différents rôles de supply chain pour y avoir touché et un peu mis mon nez dedans. Voilà. Et sinon, au niveau personnel, bah, moi, je suis une personne qui recherche toujours les challenges. Je suis une personne qui reste ouvert aux nouveautés et qui aime découvrir. C'est ça en partie qui m'a amené ici au Canada. Ok, intéressant. Puis t'as parlé d'Angleterre juste par curiosité. Hmm. Est-ce que t'es français, à moins que je, à moins que je me trompe? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Ok. l'accent demeure. Là, c'est quelque chose qu'on peut pas retirer. Mais oui, moi, j'ai fini mes études en Angleterre pour avoir ma première expérience chez ScanSource pour après arriver au Canada. Voilà. Puis est-ce que c'est Ok. des études spécialisées en supply chain? Je connais pas trop c'est quoi les backgrounds académiques derrière ça ou c'est plus général? Alors là, c'était plus général. Au fait, moi, dans mes études, je m'étais plutôt tourné vers la communication et la publicité. Donc, j'ai un bachelor en management advertising et par la suite, je me suis vu catapulté dans le supply chain. Ça m'a plu et j'ai eu l'intention d'en apprendre plus, d'être plus compétent et d'avoir les bons outils. Donc, ce que j'ai fait par la suite, je suis retourné aux études. Je suivais un certificat à HEC Montréal complet pendant 2 ans et demi et donc dans le supply chain que j'ai eu avec brio et par la suite je suis retourné donc aux études à l'université de Sherbrooke pour suivre une formation Green Belt Lean Six Sigma. Donc ça c'est pour l'amélioration continue. Cool. C'est vraiment un bon background complémentaire. On dirait que est-ce que tu vois peut-être que je crée des liens ou s'il y en a peut-être pas, mais on dirait que je vois que un background en communication, marketing, tu sais, reste que ça développe quand même probablement des bons skills interpersonnels. Puis dans la pro, t'es en contact constamment avec les parties prenantes, autant externes qu'internes, là. Oui, oui, c'est exact et c'est vrai qu'il y a des axes de communication que tu développes et que je peux donc utiliser aujourd'hui dans mon rôle d'acheteur. Intéressant. C'est vraiment intéressant. On est toujours curieux de comprendre un peu comment un acheteur, un approvisionneur, les experts de la supply chain au Québec se sont retrouvés dans ces rôles-là. Fait que c'est un super de beau parcours. Puis tu peux-tu nous parler un petit peu plus, Arnaud? C'est quoi que présentement, tu étais chez Groupe Meloche, t'es acheteur Mm. stratégique. Qu'est-ce que ça fait un acheteur stratégique? Puis de ton côté, tu es à la matière première quincaillerie. Je suis curieux de savoir un petit peu plus dans tes mots, là, qu'est-ce que ton rôle représente? Ah oui, je dirais que c'est un rôle qui est assez stratégique, comme le nom l'indique. Ouais. C'est des choses qui sont critiques dans la plus-value de la chaîne d'approvisionnement, critiques sur le bénéfice net de la compagnie et critiques en termes de production et visibilité que Groupe Meloche a par rapport à ses clients. Donc si par exemple on livre des pièces en retard, c'est probablement que quelque part quelque chose a capoté et n'a pas bien été pensé, pas bien été planifié. Comme tu le disais, Kevin, moi, dans mon rôle d'acheteur stratégique, je m'occupe de l'achat de la matière brute. Donc la matière brute, c'est toutes les barres d'aluminium, les barres de stainless et également pour le hardware. Donc ça concerne tous les produits finis
Et les produits finis, c'est à l'assemblage, juste avant qu'on envoie les produits finis au client, on met des bolts, on met des nuts, on met des bearings qui donc restent toujours critiques. Donc dans mon rôle en tant que tel, donc il faut que je mette en place des nouvelles acquisitions. Donc acquisition donc intégration de nouveaux fournisseurs. Intégration par le biais de contrats cadres, par le biais d'ententes de price list, de commercial agreement. Et également, ma volonté est toujours de sécuriser notre volume pour l'année fiscale à venir. Donc ça veut dire que 2024, pour l'instant, ça va bien parce que j'ai une équipe fiable qui m'a donné la bonne visibilité pour nous sécuriser. Également, ça inclut les forecasts, ça inclut les scorecards. Donc, scorecards, ça veut dire je note mon fournisseur, je lui donne une note par rapport à son rendu mensuel. Je peux effectuer des audits fournisseurs, donc c'est aller chez le fournisseur pour vérifier que le processus est bien respecté, mettre en place des action plans si nécessaire. Après, tu as des analyses trimestrielles, des business reviews, et en plus de ça, il y a tout ce qui est amélioration continue. Donc, amélioration continue, on parle aujourd'hui, on fait comment? Comment je peux faire pour que l'année suivante ou la semaine suivante, ça se passe mieux, ça soit plus smooth et que on puisse avoir de meilleurs résultats. Fait que c'est beaucoup d'éléments qui, comme tu dis, qui vont toujours être dans l'idée de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer notre condition d'aujourd'hui pour que demain ça soit meilleur. Tantôt tu parlais au niveau d'intégration fournisseur. De ton côté, niveau matières premières, je pourrais dire, puis aussi dans l'industrie de l'aéronautique, l'aérospatiale, j'imagine que comment dire, les opportunités ou l'offre n'est pas illimitée, qu'on peut penser une pièce qui serait usinée. Ça ressemble à quoi un petit peu, des fois, les leviers que tu peux avoir avec un fournisseur pour améliorer peut-être la condition que tu as, les sécuriser un volume, être devenir un client peut-être prioritaire pour ces entreprises-là. C'est au niveau de la matière. Donc, au niveau de la matière, si tu veux, c'est toujours comme une danse. C'est comme ça que je pourrais l'imager avec notre fournisseur. Il y a différents facteurs à prendre en compte qui sont l'entente, l'historique que l'on a avec notre fournisseur. Également, si il est approuvé par nos clients. C'est-à-dire que c'est pas le fournisseur Monsieur Tout le Monde qui peut nous vendre de la matière. Il y a une charte très complexe. Là, je fais référence à l'AS 9100 qui nous oblige à aller chez tel ou tel fournisseur ou tel moulin pour garantir de la fiabilité de chaque matériau que l'on reçoit. Donc si ces requis ne sont pas rencontrés, si l'AMS n'est pas rencontré, l'AMS c'est une norme propre à chaque matière, eh bien on va pas pouvoir usiner, on va pas pouvoir garantir à notre client de la fiabilité de notre produit. Donc ça c'est notre rôle de s'assurer que Groupe Meloche fournisse des produits de qualité, des produits selon les normes de l'industrie et à un coût décent, dans un temps décent également par rapport à notre entente. Ça devient dans un contexte comme ça, puis on en avait discuté un petit peu aussi avec Marion dans un podcast précédent, que ça vient beaucoup aussi de développer des bonnes relations, des partenariats avec vos fournisseurs au final. Exact. Comme Exact. en effet, vous avez quand même une limite avec qui vous pouvez faire affaire pour vous approvisionner. Donc vous allez vraiment bâtir en fait vous devez bâtir des très bonnes relations avec ces partenaires-là. Oui. Tu sais, on parle d'optimisation, mais j'aimerais ça si on prend un monde où on va dire un monde de Calinours, comme on peut dire en bon québécois. Ouais. Une chaîne Le monde des d'approvisionnement. bisounours chez nous, c'est la même chose. Ok. C'est ça, c'est un synonyme. Ce serait quoi une chaîne d'approvisionnement parfaite pour toi? Où est-ce que, tu sais, le matin, là, on rentre, puis il n'y a pas de feu à éteindre, tout va bien. On s'ennuierait, non? Ouais.
Écoute, dans un monde de Kalinours, alors déjà, on aurait des fournisseurs qui seraient fiables. Donc, c'est-à-dire sur lesquels on nous donne une date, la date va être respectée. On a une gestion de stock qui est just in time. Moi, je vais pas surstocker de la matière inutilement pour libérer mon cash flow, pour me garantir la pérennité de ma compagnie. Gestion de la demande, donc c'est-à-dire tu as des forecasts qui doivent être envoyés et ce de manière régulière pour anticiper les besoins et éviter les retards et ruptures d'inventaire. Là également, je te dirais que le client doit fonctionner main dans la main avec nous autres. Tous les matériaux, sans exception, ils doivent être reçus conformes. Donc moi, je veux une qualité impeccable. Je ne veux pas de documents qui manquent. Je ne veux pas que il y ait un manque, les UT tests ne soient pas faits, le hardness test n'est pas fait. Ça serait vraiment le fun. Une collaboration et une communication. Donc, si mon fournisseur ou mon client a connaissance, admettons, qu'il y a une rupture d'inventaire chez tel ou tel mille ou qu'il y a une difficulté d'approvisionnement, qu'on nous le flague pour qu'on puisse anticiper. Utiliser, bien entendu, comme Axia, nouvelle technologie et l'innovation pour améliorer nos processus et également effectuer une veille constante. De ce qui s'en vient au niveau européen, au niveau Nord-Amérique et Asie, et le Brésil également qu'il ne faut pas oublier. Après, il y a le fait d'intégrer des pratiques durables à long terme. Donc moi, je vais mettre en place des ententes fiables et durables avec mes fournisseurs. Et également, il faut être très flexible et très agile. On n'a pas de coach agile chez nous, mais on a besoin de s'adapter et ce rapidement. Le fun dans le domaine dans lequel on œuvre, c'est que on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un nouveau rush, un nouveau challenge, une nouveauté qui arrive. Et donc, de ce côté-là, on ne s'ennuie pas. Et c'est très important. Oui, et c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser aussi, tu sais, les défis, on va dire, les défis quotidiens, là, par exemple, une rupture de stock qui arrive ou une matière qui devient tout d'un coup difficilement accessible parce que, par exemple, une guerre aurait lieu dans un pays donné. Fait que bref, on est plus capable de s'approvisionner. Mais aussi, au niveau de l'évolution, on parle beaucoup en ce moment des émissions de carbone, donc d'être capable d'être beaucoup plus écologique. Donc là, c'est un autre set de challenge qui est un grosse priorité dans l'aérospace, l'aéronautique, mais qui est un gros problème si on veut que tout le monde va se mettre ensemble la main à la pâte pour y parvenir. Et je trouve intéressant ton point que ça c'est stimulant en même temps pour un acheteur, un approvisionneur d'avoir ces défis-là, comme tu dis, parce que ça permet de se pousser, de se dépasser, d'être créatif, puis de se démarquer dans son rôle. Et également, on a besoin d'avoir une intégration, tu sais, interne, de manière horizontale et verticale, pour avoir une meilleure communication dans l'entreprise. Si il y a des informations qui ne se rendent pas à certains acteurs clés, c'est là où ça va clocher. Parce que quand on parle aussi d'un rôle d'acheteur, nous, souvent, on le voit comme un lien avec plusieurs départements internes dans la compagnie, hein, donc les ventes pour les estimations ou les opérations pour la matière première, la qualité, etc. Donc, est-ce que tu vois l'acheteur un peu comme aussi un département ou un individu qui collabore justement avec beaucoup de départements internes dans l'entreprise, puis qui assure un peu cette liaison-là ou Oui, exactement, Alexandre. Donc, si tu veux, c'est que nous, on a un peu des comptes à rendre à chaque département. On a des comptes à rendre avec les comptes payables, des comptes à rendre avec la logistique, des comptes à rendre avec les méthodes, avec les gens c'est du storage. À tout le monde, à tous les niveaux, on a des comptes à rendre. Et c'est la difficulté d'un acheteur, c'est qu'on veut toujours t'en mettre plus dans ton assiette. Et à un moment, c'est là où il est important de taper du pied en disant stop, c'est là que ça s'arrête, parce que les gens vont toujours essayer de pelleter dans ta cour.
Et également, je te dirais que l'acheteur, il est toujours malheureusement, ça arrive souvent qu'il soit le dernier informé, alors qu'il y a des choses qui devraient être pensées en synergie. Et donc, c'est peut-être la grande difficulté. C'est si, par exemple, en production, on prend une décision d'augmenter le lot machine, souvent, on va pas nous consulter. Donc après, toi, tu vas te retrouver avec des demandes d'augmentation, baisse, d'expedite, de postpone, et après, tu te retrouves fait. Donc après, le rôle d'un acheteur slash approvisionneur, c'est aussi de garantir une certaine stabilité. Absolument. C'est vraiment un bon point, puis ça fait, aujourd'hui, j'ai le goût de faire du pouce sur, tu sais, quand on pense, tu mentionnes d'intégrer, tu sais, du moins d'informer les acheteurs ou les approvisionneurs dans les discussions, puis d'être le plus informé possible sur les actions qui sont prises. Mais tu sais, aussi à un plus haut niveau, au niveau stratégique, on entendait plusieurs années, on dirait les acheteurs n'étaient pas souvent invités à la table de discussion Ouais. stratégique. Mais maintenant, de plus en plus, c'est le cas. Puis Mhm. je trouve que ça fait tellement du sens, tu sais. On va parler beaucoup de comment on peut faire pour améliorer la performance des ventes. On va investir beaucoup dans tous les efforts de vente. Mais au final, on arrive dans certaines entreprises au niveau des approvisionnements achats, puis on n'a pas le même contrôle, la même implication du service département, alors que chaque dépense qu'on fait va venir impacter au final le bottom line, tu sais, de la compagnie qui est la marge bénéficiaire, tu sais, le profit qu'on va faire. Tu sais, si on a un bon département qui est efficace, qui nous permet d'économiser des coûts, d'être performant, on va en retirer combien au final, versus combien de ventes on va les sauver si on veut, si on devrait aller faire ou si on n'a pas eu cette performance-là. Fait que Exact. je trouve un point très très bon, puis on voit une belle tendance du moins de changement de notre point de vue en tout cas. Mhm, mhm. Puis pour revenir sur ce qu'on parlait tantôt un petit peu là, tu sais, je posais la question dans un monde de Calino, mais là on est dans un monde réel. Puis je vais combiner un peu dans le monde réel, puis pour avoir une pratique de l'approvisionnement où est-ce qu'on veut aller optimiser nos coûts, améliorer nos délais, garder une bonne qualité, avoir des bonnes relations fournisseurs. Comment est-ce qu'on peut jongler avec tout ça, en plus des enjeux là, qu'on a dans notre monde réel, qui est malheureusement pas parfait? Il faut tout d'abord que tu fasses une analyse des coûts. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que on peut faire pour essayer de faire du saving? Mhm. On essaie d'optimiser nos processus. Donc là, une bonne idée, ça serait de faire un mapping, par exemple. Avec ce mapping, tu vas pouvoir visualiser les valeurs non ajoutées et les remplacer ou les effacer de ce mapping. Les sélections des bons fournisseurs, des fournisseurs fiables, ça fait la différence. Nous, de temps en temps, on doit prendre ces décisions drastiques pour garantir nos, notre inventaire. La collaboration des fournisseurs, comme je te disais, c'est s'ils nous disent le goût du jour, on va bien travailler ensemble et on prendra les bonnes décisions. Également, je dirais comme la gestion du risque et la formation, ça serait d'autres bons points à considérer. Puis si on parle un peu justement de l'aspect un peu stratégique qu'un acheteur a, puis aussi après la réalité opérationnelle d'éteindre des feux, de répondre à des besoins rush internes, euh, comment est-ce que tu fais pour un peu avoir ces deux côtés dans ton rôle et pas être juste dans l'opérationnel et à l'inverse juste faire du stratégique? Est-ce que tu as une manière un peu ou des trucs personnels pour euh, gérer ça ou c'est un peu tu sais, au rythme que les dossiers arrivent un peu sur ton bureau? Mais j'étais toujours curieux un peu comment qu'un acheteur peut bien séparer ces deux types de travaux-là, là. Il faut que tu essayes déjà de bien définir tes priorités. Donc déjà ça c'est euh, un des axes principaux. Si tu ne sais pas bien négocier tes priorités, tu vas perdre du temps et tu mettras tes efforts au mauvais moment et au mauvais endroit. Euh, et également, c'est bien avoir une communication. Moi, ce que j'exige à chaque fois, c'est avoir une date ferme, un ETA ferme pour laquelle je dois revenir. Euh, Également, faut faire un suivi en interne des informations qu'on aurait pu communiquer
et s'améliorer par la suite. Mhm. Super intéressant. Tu parlais, tu sais, au niveau des différentes tâches qu'on peut, tu sais, dans le monde, comme ça, encore une fois, revenir dans le monde réel, Mhm. comment on peut jongler avec tout ça. Euh, on peut pas avoir un monde semi-parfait, donc qu'est-ce qu'on va prioriser au final? Parce que c'est avoir des coûts les plus optimales, la Mhm. meilleure qualité, tu sais, les meilleurs délais, tout ça ensemble, Tu on dois dirait que c'est faire des comme une compromis. recette, il y a des compromis, ok. Tu dois toujours faire des compromis. C'est de temps en temps, il est peut-être plus intelligent de payer un peu plus cher la matière, mais de garantir donc la disponibilité de la matière. Si je prends l'exemple Ouais, d'un Connell, par exemple, ben moi, je vais peut-être prioriser un fournisseur un peu plus cher, mais qui va me ok. garantir que la matière sera disponible à telle date. Également, il y a toujours la règle du 80-20. On évite toujours, si tu veux, de mettre tous nos œufs dans le même panier. Moi je vais peut-être demander, bon bah place 80% de ma demande chez ce mille qui est plus fiable et 20% à l'autre au cas où. Et ça nous a sauvé plus d'une fois. Et ça c'est là où on va dire, tu limites ton risque et ton exposition. Puis sur quoi, en fait, sur quoi tu te bases? C'est large comme question, puis ça peut être large comme réponse, mais c'est quoi les outils que tu as en place, mettons, pour t'aider à prendre ces décisions-là, par exemple, un peu sur qu'est-ce que je devrais prioriser pour ce contexte-là? Il y a différents facteurs. C'est dans le système ERP. Si on a un système ERP qui est compétent, c'est déjà de mettre les bonnes informations. Si tu peuples mal ton système ERP, ça va te donner les mauvais signaux. Et ça, c'est aussi valable pour le ERP que pour toutes les nouvelles technologies. Garbage in, garbage out, hein, comme on connaît bien Ouais. l'expression. Là, c'est dans ta fiche d'identité de ton produit. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des bons multiples basés sur ta quantité annuelle. C'est mettre les bons days of supply pour combien de temps je vais être sécurisé et intégrer le lead time. Donc ça, déjà, si tu mets ces trois facteurs et en plus tu intègres le low machine, tu auras les chances d'avoir de bons signaux. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises. Parler un petit peu, j'imagine, comme tu dis aussi, de lorsque tu vas avoir, par exemple, un lot, ben, tu sais, peut-être les 80 comme tu mentionnais, de garder des fois des safety, un safety net un petit peu, si jamais il Mm. arrive, avoir une marge de manœuvre un peu tout le temps. Voilà. Euh, Le votre, multiple, votre, justement, ça inclut tout ce qui est, on pourrait avoir comme scrap rate et comme retard de livrable. Également, on met en place des ententes avec nos fournisseurs sur des 1000 runs. Donc, c'est-à-dire que nous, on va prendre le volume annuel et on va sécuriser ce volume. Donc après, une fois que la matière est en stock par mes storistes, je n'ai plus besoin d'attendre, admettons, 52 semaines. La matière sera disponible en tout temps, et ce, jusqu'à épuisement des stocks. je comprends. Je vois un peu comme en ingénierie ou en ingénierie, en fait, les fameux facteurs de sécurité qu'on va mettre lorsqu'on veut calculer, là, pour être sûr que si on bâtit, par exemple, un palan ou on bâtit un équipement de levage, on veut s'assurer qu'il y a un facteur de sécurité qui est plus grand, de peut-être un facteur de 5, donc c'est un peu le même principe au niveau de s'assurer qu'on a toujours un petit buffer dans le cas qu'il y aurait des, Exact. des pièces qui seraient ratées. Dans votre industrie, qui est l'aéronautique, Oui. les normes sont extrêmement strictes. Ça m'a toujours un petit peu titillé de juste comment vous dealez avec ces normes-là, surtout d'assurer que votre chaîne d'approvisionnement respecte les normes. Donc, si un fournisseur fabrique une pièce pour vous en sous-traitance et vous livrez au final au client dans un assemblage, c'est quoi les processus ou qu'est-ce que vous mettez en place pour assurer qu'à chaque fois, sur chacune des commandes, si on veut, c'est dans les normes puis que votre client final est ce qu'il s'attend à voir. Notre client final, déjà, si tu veux, il met en place des ententes, des règles à suivre par défaut. C'est-à-dire que les ententes que Bombardier a définies, les ententes que Ouais. Pratt a définies ou Safran, ou pour ne citer qu'eux, euh, est toujours est vraiment ferme. Ok. On ne peut pas en déroger. Donc, ça veut dire que préalablement, le client a évalué les fournisseurs initiaux chez qui il estime qu'ils ont les bonnes, euh,
les compétences et la capacité nécessaire pour répondre donc aux besoins. Également, on met en place, donc tu as des contrats, tu as des audits réguliers qui sont effectués, tu as des normes, donc tu as l'AS 9100 qu'ils doivent respecter et plein d'autres documents qui doivent être lus, approuvés, et ce de manière annuelle ou tous les 3 mois, dépendamment du niveau de, si je peux appeler stratégicité, ça n'existe pas, mais si c'est un fournisseur stratégique ou pas, Ouais. eh bien, on va demander plus, avoir des garanties. Euh, Ok. Également, donc, tu vois, s'il y a les suivis de performance que l'on est obligé de mettre en place, quand je parlais de scorecards, par exemple, dans le scorecard, on définit une note au client, au fournisseur, pardon, pour dire si oui ou non il répond aux standards. Également, il y a la communication, la transparence et la formation. C'est des choses nécessaires. Pour donner un exemple de formation, Pratt fournit un certificat qui est valable pour, je crois, c'est 3 ou 5 ans. Et après ces 3 et 5 ans, tu es obligé de retourner sur site pour garantir justement ses connaissances. Et il y a un C'est test en tout intéressant. ça. Fait que dans le fond, si on veut, les OEM, les donneurs d'ordre vont offrir des formations, puis ça assure qu'eux, leur supply chain reste formée, puis vont ensuite, ça peut découler aussi même sur vos propres Exactement. partenaires par la suite. Donc, Et sur notre manière de faire, notre qualité de produit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. ouais. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Puis je me demandais justement, parce que comme je peux voir, il y a une grosse partie, puis il y a une grosse partie, il y a une partie évidemment en amont dans la qualification, comme tu le dis, avoir des bons partenaires qui ont les capacités et capacités de faire selon ton recherche en termes de qualité, en termes de service. Et puis, il va y avoir ensuite toujours des suivis, autant dans l'amélioration continue que lorsqu'une pièce est livrée, puis pour ceux qui écoutent, qui sont pas nécessairement toujours, qui ont jamais vu peut-être un peu une pièce aéronautique qui est livrée, mais il y a une bonne pile de documentation qui suit chacun tu sais, les pièces, les autres pièces qui sont livrées par la suite, qui assure la qualité de la pièce telle qui était demandée au dessin selon les normes. Fait que, si on veut en amont, pendant le processus, puis en continu, on s'assure que la qualité est respectée auprès des fournisseurs. Euh, Tout à l'heure, j'ai demandé un petit peu au niveau des invités comment tu pouvais être capable de bien identifier dans un contexte précis si tu veux aller maximiser par exemple le prix ou aller un peu peut-être optimiser peut-être un lead time. Puis si tu mentionnais un peu avec le ERP, ça m'amène une question qui est par rapport au KPI. Est-ce que dans ton day-to-day, tu vas un peu tifier à certains KPI? Est-ce que tu mesures de ton côté un peu, pas tu mesures, mais est-ce que tu rapportes ton quotidien à ces KPI-là? Puis si oui, c'est quoi les KPI qui sont Donc oui, importants pour toi? les KPI sont primordiaux. Là, c'est comme je te dis, nous-mêmes, on est déjà noté sur notre OTD, notre on-time delivery, par rapport à notre client. Donc ça, c'est quelque chose que l'on exige avec nos fournisseurs. Ouais. Également, la qualité des produits reçus. Donc ça, également, ça rentre en compte. Donc qualité, est-ce que le produit est conforme? Est-ce que il y a scrap? Est-ce qu'il manque des documents? Est-ce qu'on a un problème de traçabilité? Donc ça, c'est quelque chose que on est très exigeant à ce niveau-là. Au niveau du service et du pricing, donc moi, est-ce que je suis rapide? Est-ce que je donne la bonne information? Est-ce que je suis trop cher? Pas assez cher? Donc c'est des choses que je regarde de manière régulière et qui sont soumises à nos fournisseurs de manière mensuelle et qui sont soulevées pour lors des rencontres fournisseurs. Ok. Je me pose la question, si mettons, tu sais, un fournisseur livrait pas de la qualité, j'imagine que du jour au lendemain, c'est pas fini, bonsoir, on se parle plus. Il y a souvent quand même des processus en place, puis Mm. du travail qui va se faire. Ça ressemble à quoi un peu ce travail-là lorsqu'un fournisseur ne serait pas dans les attentes là, espérées? Donc on a un action plan qui est immédiatement effectué, un Ok. audit qui peut en découler sur place. Ok. Et après, on peut le radier définitivement selon le processus interne. Ok. Donc Bon, après, fait que c'est quelqu'un qui, s'il nous fournit de la mauvaise matière, c'est clair et net que nous, on ne peut pas prendre le risque d'avoir un produit Mhm. défectueux pour nos clients.
Donc ça, on est intransigeant à ce niveau-là. Dans la relation avec fournisseur, bon, tu as mentionné les KPI qui sont un peu tu sais, bottom line, est-ce qu'il livre à temps, est-ce que la qualité est bonne, mais niveau relationnel, surtout au niveau de l'approvisionnement, est-ce que la relation avec ton interlocuteur côté fournisseur qui répond à tes demandes de soumission ou autre, est-ce que tu mets beaucoup d'emphase là-dessus ou généralement l'entreprise comme telle, les deux entreprises ont une relation d'affaires puis ensuite ça s'échange entre individus ou toi tu as vraiment une relation personnelle avec les gens de l'autre côté? Comment l'aspect relation impacte un peu ton back and forth avec ces fournisseurs-là? Bah, moi, je suis une personne qui va toujours chercher une solution win-win et qui aime un appel personnalisé et que l'on s'échange pour que l'on puisse continuer à grandir ensemble. Moi, mon but et mon rôle, ce n'est pas d'écraser les fournisseurs pour obtenir le meilleur prix possible parce que eux, ils ont besoin de nous et vice-versa. C'est ensemble qu'on grandit et oui, on gagnera peut-être pas à chaque fois, mais si à 80% je gagne, je serai satisfait. On se connaît la réalité de chacun. On sait que en bout de ligne, on est tous là pour faire du business ensemble, mais au meilleur prix. Et on veut pas se faire crosser. Puis tu sais, ce qu'on voit aussi, parce que tu sais, chez Action, on a quand même le luxe d'interagir avec beaucoup de monde dans l'industrie, puis des fois, un même fournisseur va avoir une relation super bonne avec un client, puis il va prioriser ses demandes à l'inverse d'un autre client. Mhm. Puis au final, on se rend compte que ça revient à des relations entre des humains, puis que c'est niaiseux, mais si la personne qui reçoit la demande de prix, elle a une meilleure relation avec un autre client, ben peut-être qu'elle va le prioriser, puis finalement la réponse va être plus vite ou autre. Donc, on voit que vraiment, oui, il y a tout ce qui est l'aspect KPI puis les opérations de la compagnie, mais après ça, il y a les individus aussi que ça fait une différence d'avoir un bon point de contact puis une bonne communication, Exact. là. Ah oui, c'est critique. Si tu as une bonne relation, tu auras un bon service. Et du service découle le prix, c'est certain. Puis, Puis ça. pour sauter sur Vas-y. ça, excuse-moi, Kevin, est-ce que en travaillant pour une compagnie quand même assez imposante là, au Québec et en Amérique du Nord comme Groupe Meloche, vous avez justement une meilleure facilité à créer des relations avec les fournisseurs ou autres parce qu'ils vous prennent plus au sérieux qu'une plus petite compagnie ou les C'est défis sont certain que ça doit similaires? jouer. Oui, 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 c'est certain que ça doit jouer, Alexandre. C'est sûr que quand vous cognez à la porte d'un potentiel fournisseur, ben, c'est toujours intéressant quand il peut voir les opportunités aussi de croissance, puis Exact. ça va de part et d'autre en même temps. Euh, Par rapport à, tu sais, aux communications puis aux relations, je trouve que c'est intimement lié puis extrêmement important, mais on parle de la technologie qui sont de plus en plus impliquées dans Mhm. le quotidien d'un acheteur avec les plateformes puis avec les outils qu'on a. Puis ça, c'est à travers même toutes les entreprises manufacturières là, au niveau sur le plancher comme dans les bureaux. Euh, comment comment est-ce que toi tu vois ça, l'avenir un peu de la numérisation des opérations? Puis j'aimerais ça peut-être t'entendre un peu sur ce niveau-là, donc peut-être les communications par rapport avec les fournisseurs, tu sais, garder un peu le côté humain. Est-ce que c'est une crainte que tu as que ça disparaisse? Puis aussi par rapport à, on entendait souvent de ben crime, tu sais, je veux pas perdre mon emploi dans le sens que je veux pas que ma job soit automatisée. Peut-être ces deux facettes-là un peu de la numérisation. Alors là, pour l'intelligence artificielle, il faut faire attention. L'intelligence artificielle ne va pas va créer de nouveaux emplois. C'est la manière dont on vit aujourd'hui. Ça ne sera pas la même que nos enfants vont vivre. Également, l'intelligence artificielle, oui, c'est un outil intéressant, mais qu'il ne faut pas, de mon point de vue, intégrer de manière massive sans comprendre. Pour une bonne compréhension, il faudrait tout départ l'implémenter et de manière intelligente et par petites bouchées. C'est-à-dire que tu vas pas le mettre all over le supply chain. Il y a des manières plus fiables et également de par la protection de l'AI, on ne veut pas tout mettre non plus sur la toile. Euh, Ouais. il y a nos clients, comme si tu prends les clients ITAR ou Pratt, qui refusent tout simplement qu'il y ait des choses qui soient envoyées par les outils habituels, où il y a des restrictions. Donc oui, c'est bien l'IA, mais pas pour tout.
il y a toujours le côté humain. Et également, l'intelligence artificielle, c'est le fun, mais ça va pas faire 100%. Tu vas toujours avoir besoin de quelqu'un derrière pour monitoriser le tout et s'assurer que ça te crée et ça te crache et mâche la bonne information, les bonnes solutions. Super intéressant. Puis il y a beaucoup comment, tu sais, clairement qu'il y a beaucoup d'avantages à aller numériser ces opérations, mais en effet, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, là, aussi de garder, évidemment, euh, rester, rester terre à terre avec l'idée que la technologie n'enlèvera pas le travail, ça va Exact. juste peut-être le modifier ou l'optimiser, mais surtout enlever des tâches cléricales beaucoup plus que d'annuler un travail stratégique que l'humain est extrêmement bon pour prendre des décisions basées sur plusieurs Mm. critères avec une touche aussi d'émotion parfois qui peut être nécessaire C'est ça. pour prendre la meilleure décision. Puis comme on disait tantôt, tu sais, je pense que c'est Alexandre qui amenait ça, mais tu sais, au final, c'est des humains, tu sais, qui travaillent pour faire fonctionner des business, puis ça va rester cette notion, cette partie-là, ça c'est sûr à 100%. Exact. Euh, Peut-être pour moi, une dernière petite question là, qui serait un petit peu par rapport à ton parcours initial. Tu sais, t'es comme un peu été catapulté, comme tu disais, je pense, reprendre ton expression dans le supply chain, c'était pas planifié en amont. Là. Je pense que quand tu étais plus jeune, tu disais pas, ah, plus tard, je vais aller chez Groupe Meloche. En approvisionnement stratégique, tu été tombé là-dedans comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs. J'aimerais ça, c'est que tu nous partages un peu, ce serait quoi les qualités, aptitudes, des skills soft comme les hard skills qui sont, selon toi, importants pour être un bon acheteur, un bon approvisionneur, un bon Ouais. professionnel dans l'approvisionnement. Bah, un bon acheteur, tout d'abord, il doit savoir s'adapter dans toutes les situations par rapport à toutes les différentes cultures et tous les différents environnements dans lesquels tu peux évoluer. Également, il y a le fait d'être un bon communicateur. Comment envoyer l'information et ce de manière synthétique pour avoir une bonne compréhension par rapport à tes interlocuteurs. Bien savoir, bien entendu, négocier. Toi, ton but ultime, c'est de créer des bonnes relations, mais également de faire du cash et de nous sécuriser. Donc, il faut savoir négocier un minimum. Donc ça dit entre guillemets qu'il faut que tu sois très analytique. Si tu ne sais pas bien analyser, pas bien digérer et utiliser des outils comme Excel, pour ne citer que lui, tu vas être dans le trouble. Il faut que tu saches faire des tableaux croisés, des VLOOKUP, etc. Il faut aussi avoir une connaissance de son domaine. Le domaine de l'aéronautique, c'est un domaine complexe où tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas communiquer avec n'importe qui, et voilà, c'est quelque chose d'intransigeant. Faut savoir aussi, on en a parlé un peu plus tôt, la gestion de tes priorités. Si tu mets tes priorités au mauvais endroit, tu auras les mauvais résultats. Et après, tu sais, c'est le côté éthique. Qu'est-ce que toi tu as le droit de faire qui va être bien interne et à l'externe, toujours chercher à résoudre les problèmes tout en mettant en place des plans d'action pour une résolution optimale pour le futur. Puis ce que je trouve intéressant des éléments que tu as mentionnés, puis on parlait avant de un peu l'arrivée de la technologie, puis l'augmentation de l'utilisation de la technologie dans ce rôle-là, ce que tu as mentionné, analytique, s'adapter, les communications, mais c'est un rôle, je pense, qui va bien évoluer avec l'arrivée de technologie parce que ça va juste permettre de renforcer ces skills-là, un petit peu de faire de l'analytique, mais peut-être avoir plus de leverager plus les données, puis à l'inverse, les Exact. communications, d'avoir le temps de mieux communiquer avec les clients puis les fournisseurs. Donc, je pense que Je la pense. technologie, c'est pas quelque chose qui va remplacer, mais qui va vraiment bien grandir avec ce type de profil d'acheteur que tu viens de définir, là. Oui, il y a de l'avenir. Peut-être une dernière petite relance là-dessus, faire du pouce. Euh, Puis, c'est au niveau des hard skills, un petit peu dans le manufacturier, c'est un domaine très technique. Tu sais, dans l'aéronautique, tu parlais, le contexte aéronautique il est technique en soi, Mhm. avec les régulations, puis les normes et tout, mais aussi quand on parle de pièces fabriquées, puis, tu sais, exemple, qu'on a une pièce fabriquée sur du 5 axes, par exemple, ben là, après ça, il faut trouver
on dit qu'il y a un traitement de surface sur cette pièce-là. Puis après ça, il faut trouver c'est qui le meilleur partenaire, puis là, il faut négocier, puis être capable de comprendre comment ça peut réellement coûter une pièce comme ça, de cette dimension-là, avec les requis de la pièce, les tolérances. À quel point, selon toi, les connaissances techniques sont cruciales dans le domaine d'un acheteur? Parce qu'évidemment, il y a le département d'ingénierie pas trop loin d'habitude. Comment cette collaboration-là va, puis l'importance que l'acheteur ait cette connaissance-là pour prendre peut-être la décision soi-même? Bah, si tu as les bonnes aptitudes, les bonnes connaissances, tu vas prendre les bonnes décisions. C'est déjà critique. Nous, chez Groupe Méloge, par exemple, on a des acheteurs stratégiques de qualité qui ont chacun leur spécialité. Moi, j'ai mon collègue qui s'occupe justement de la partie qu'on appelle offload, sous-traitance, qui est interne, plus manufacturière, qui a ses connaissances sur les machines, qui sait qu'il faut toujours en accord avec les méthodes, parce que de toute façon, on ne peut pas déroger des méthodes. Qui va prendre les bonnes décisions en allant chez tel ou tel sous-traitant pour définir le bon prix, définir les bonnes machines pour avoir un résultat optimal. C'est vraiment un final un travail d'équipe, d'aligner les compétences et les intérêts de chacun là, dans le rond. On est d'accord que dans le supply chain, et ça, l'acheteur, c'est qu'un pion dans le supply chain, mais un pion important, mais qui joue conjointement avec plusieurs départements. Si un des départements n'est pas compétent, oui, on va être moins compétitif, oui, on va faire moins de profit. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'être un bon joueur. Ouais. C'est un team player. Des fois, c'est ça. Des fois, on voit des compagnies où même l'équipe d'ingénierie va se voir donner un peu des tâches d'achat parce que les acheteurs sont trop occupés ou autres. Ça peut arriver. Ça finit que finalement, l'ingénieur, ça ne tente pas nécessairement, ou l'équipe technique, ça ne tente pas nécessairement de gérer un processus d'achat. Puis à l'inverse, les acheteurs n'aiment pas ça, superviser un processus d'achat qui est mal exécuté. Fait que vraiment d'avoir cette collaboration entre départements, mais d'avoir les responsabilités bien établies, ça fait une bonne différence. Non? Exactement, le mapping, comme je te disais, Alexandre, c'est l'une des clés. C'est vraiment là, super intéressant, Arnaud. C'était une des premières fois qu'on avait un achat stratégique sur un appel, sur un podcast, du moins de mon côté, avec du coup dans le secteur aéronautique. Puis moi j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui, tu sais, puis c'est ça l'objectif, d'aller plus dans le côté plus technique, plus dans le le vif du sujet, si on veut, de qu'est-ce que ça fait un acheteur stratégique dans son quotidien. Puis on voit qu'il y a tellement comme tu l'as dit un peu, ce qui rend le métier le fun, c'est les challenges qu'il y a, mais surtout qu'est-ce qu'on peut partager, je pense, c'est à quel point vous touchez à tout un petit peu, puis il y a plusieurs skills qui se développent, tu sais. Vous allez faire, tu sais, un peu comme quelqu'un qui fait de la vente va devoir négocier peut-être des deals avec son client potentiel, puis vous allez aussi négocier avec les fournisseurs, puis être capable d'aller chercher au final, comment dire, le meilleur pour votre partie. Exact. Vous allez développer des relations interpersonnelles, il y a un côté analytique. C'est super complet comme métier. Vous parlez à l'ingénierie, aux ventes, aux opérations, à l'administration. Fait que vous touchez à tous les départements de la compagnie. Fait que ceux qui écoutent, si vous n'êtes pas déjà convaincus, en tout cas, moi, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi, je serais convaincu d'aller comme acheteur stratégique. Est-ce que tu as l'impression, Arnaud, qu'il y a 20 ans puis aujourd'hui, justement, quelqu'un qui rentre dans le domaine d'achat, est-ce que c'est différent un petit peu le type de personne que ça prend, puis aussi le type de job, ou c'est similaire, mais avec des outils différents? Comment tu vois ça un peu pour les générations futures, ou quelqu'un qui rentre dans ce métier-là aujourd'hui versus toi, il y a quand même 15 ans? Là? Bah, c'est vrai que moi, je pense que si tu es en recherche de challenge continu, que tu n'as pas envie de quelque chose de répétitif, l'achat, c'est une très bonne, c'est une très bonne option. Que les outils, oui, ça a évolué, mais les gens utilisent toujours Excel. Déjà, si tu as des connaissances de certains logiciels, ça va t'aider. Le principal, en tant qu'acheteur, oui et non. Ça a évolué, mais en même temps, c'est toujours, il y a toujours des choses qui ne bougent pas. Ma principale recommandation, ça serait prendre le temps
de s'asseoir avec chaque membre de chaque département avec lesquels tu vas dialoguer. Et pendant un certain temps, mets-toi dans leur basket. Essaye de comprendre pourquoi on prend telle décision avant de pouvoir proposer autre chose. Il faut toujours avoir une bonne compréhension du processus de la supply chain avant de faire quoi que ce soit. C'est la clé. Mais en utilisant toujours des logiciels comme Excel, oui, c'est une option. Oui, il y a l'intelligence artificielle qui s'en vient, mais ça ne fera pas tout. On aura toujours besoin de la maner un petit peu et on a toujours besoin de quelqu'un de volontaire qui sait s'adapter, qui comprend rapidement. C'est la clé. Fantastique. Euh, je te remercie beaucoup, Arnaud, d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui, C'est plaisir. d'avoir été généreux de ton temps et généreux aussi de l'information que tu as partagée. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui vont pouvoir apprendre de toute l'expérience que tu as puis le bagage que tu as acquis. Euh, je te laisse, Arnaud, peut-être un petit mot de la fin si tu veux acheter quelque chose, sinon nous dire si jamais tu veux que les gens te rejoignent, n'hésite pas à partager. On va mettre dans la description peut-être là, Mhm. un endroit pour te rejoindre. Sinon, tu peux le dire à haute voix là, où est-ce que tu aimerais que les gens puissent Bah, t'écrire si jamais écrivez-moi chez ils ont des questions. Méloche et si je peux vous donner des informations, des pistes, ça sera avec plaisir que je pourrai vous donner, vous supporter. Ben, fantastique. Un gros merci. Puis merci à tous ceux qui ont écouté. Puis à la prochaine. À bientôt. Bye. Merci Arnaud, salut.